À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Marcel Proust. Ma mère, quand il fut question d'avoir pour la première fois Monsieur de Norpois à dîner, ayant exprimé le regret que le professeur Cottard fût en voyage et qu'elle-même eût entièrement cessé de fréquenter Swann, car l'un et l'autre eussent sans doute intéressé l'ancien ambassadeur, mon père répondit qu'un convive éminent, un savant illustre, comme Cottard, ne pouvait jamais mal faire dans un dîner, mais que Swann, avec son ostentation, avec sa manière de crier sur tous les toits ses moindres relations, était un vulgaire esbrouffeur que le marquis de Norpois eût sans doute trouvé, selon son expression, puant. Or, cette réponse de mon père demande quelques mots d'explication. Certaines personnes se souvenant peut-être d'un Cottard bien médiocre et d'un Swann poussant jusqu'à la plus extrême délicatesse, en matière mondaine, la modestie et la discrétion. Mais pour ce qui regarde celui-ci, il était arrivé qu'au fils Swann, et aussi au Swann du jockey, l'ancien ami de mes parents avait ajouté une personnalité nouvelle, et qui ne devait pas être la dernière, celle de Marie d'Odette. Adaptant aux humbles ambitions de cette femme l'instinct, le désir, l'industrie qu'il avait toujours eu, il s'était ingénié à se bâtir, fort au-dessous de l'ancienne, une position nouvelle et appropriée à la compagne qu'il occuperait avec lui. Or, il s'y montrait un autre homme, puisque, tout en continuant à fréquenter seul ses amis personnels, à qui il ne voulait pas imposer Odette quand il ne lui demandait pas spontanément à la connaître, c'était une seconde vie qu'il commençait, en commun avec sa femme, au milieu d'êtres nouveaux. On eût encore compris que pour mesurer le rang de ceux-ci, et par conséquent le plaisir d'amour-propre qu'il pouvait éprouver à les recevoir, il se fût servi, comme un point de comparaison, non pas des gens les plus brillants qui formaient sa société avant son mariage, mais des relations antérieures d'Odette. Mais, même quand on savait que c'était avec d'inélégants fonctionnaires, avec des femmes tarées, parures des bals de ministère, qu'il désirait de se lier, on était étonné de l'entendre, lui qui autrefois, et même encore aujourd'hui, dissimulait si gracieusement une invitation de Twickenham ou de Buckingham Palace. Faire sonner bien haut que la femme d'un sous-chef de cabinet était venue rendre sa visite à Madame Swann. On dira peut-être que cela tenait à ce que la simplicité du Swann élégant n'avait été chez lui qu'une forme plus raffinée de la vanité et que, comme certains Israélites, l'ancien ami de mes parents avait pu présenter tour à tour les états successifs par où avaient passé ceux de sa race, depuis le snobisme le plus naïf et la plus grossière gaujaterie jusqu'à la plus fine politesse. Mais la principale raison, et celle-là applicable à l'humanité en général, était que nos vertus elles-mêmes ne sont pas quelque chose de libre, de flottant, de quoi que nous gardions la disponibilité permanente. Elles finissent par s'associer si étroitement dans notre esprit, avec les actions à l'occasion desquelles nous nous sommes fait un devoir de les exercer, que si surgit, pour nous, une activité d'un autre ordre, elle nous prend au dépourvu, et sans que nous ayons seulement l'idée qu'elle pourrait comporter la mise en œuvre de ces mêmes vertus.